Lors de la fête du 80e anniversaire de grand-mère, elle m'a demandé, « Hélène, dis-moi, qu'as-tu fait des 200 000 $ que je t'ai donnés ?» J'ai été sidéré et j'ai rapidement répliqué, « Quels 200 000 $, grand-mère ?» 45 minutes plus tard, la police est arrivée, et grand-mère a donné une leçon aux voleurs. Il n'oublierait jamais. Je m'appelle Hélène Walker, j'ai 29 ans, et j'ai toujours été très proche de ma grand-mère, Eleanor. Elle m'a élevé dans la croyance au travail acharné et à l'honnêteté. Malgré le fait de faire des doubles vacations en tant qu'infirmière, je me noyais sous les prêts étudiants et je parvenais à peine à payer mon loyer. Avant de poursuivre cette histoire de trahison et de justice, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires de drame familial et de triomphe personnel. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne de la banlieue de l'Ohio, dans une modeste maison de 4 chambres avec un petit jardin. Mes parents, Martin et Diane Walker, m'ont offert une vie confortable, mais pas extravagante, à moi et à mon jeune frère, Thomas. Papa travaillait comme directeur commercial régional pour une entreprise de fourniture de bureaux, et maman était adjointe administrative dans une école primaire. Nous n'avons jamais manqué de nourriture, mais nous avons aussi appris la valeur de l'épargne et de la budgétisation dès notre plus jeune âge. La personne qui m'a vraiment inculqué une sagesse financière était ma grand-mère, Eleanor. Mamie Eleanor était une force de la nature, même à la fin de sa soixantaine. Après le décès de mon grand-père il y a 15 ans, elle a géré leurs investissements avec une telle habileté qu'elle a en réalité augmenté sa richesse pendant sa retraite. Elle avait les cheveux argentés, toujours parfaitement coiffés en un carré classique, des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien et le genre de posture qui commandait le respect lorsqu'elle entrait dans une pièce. Bien que tendre et généreuse, mamie n'avait aucune tolérance pour la malhonnêteté ou la paresse. La vérité peut blesser pendant un instant, me disait-elle, mais un mensonge blesse pour toujours. Notre lien spécial s'est formé lorsque je passais les week-ends chez elle quand j'étais enfant. Nous faisions des biscuits ensemble, et elle me racontait des histoires de sa jeunesse pendant des temps plus difficiles. Hélène, disait-elle, l'éducation et la propriété sont les deux choses que personne ne pourra jamais vous enlever. J'ai pris ses conseils au sérieux et j'ai travaillé dur à l'école, finissant par être accepté en école d'infirmière. C'est là que mes difficultés financières ont commencé. Malgré les bourses et les emplois à temps partiel, le coût de l'école d'infirmière m'a laissé avec une dette étudiante importante. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste à l'hôpital Mémorial dans l'unité de soins intensifs. Le travail était exigeant mais gratifiant. J'ai loué un appartement d'une chambre qui correspondait à mon budget, mais qui nécessitait une gestion minutieuse de mon argent chaque mois. Entre les remboursements de prêts étudiants, le loyer, les services publics, les épiceries et ma voiture vieillissante qui nécessitait des réparations fréquentes, je parvenais à peine à survivre financièrement. Mes parents semblaient me soutenir en surface, me disant souvent à quel point ils étaient fiers de mon choix de carrière. Mon père se vantait constamment auprès de ses amis de sa fille, l'infirmière, mais n'offrait jamais d'aide financière malgré ma situation difficile. Ma mère envoyait occasionnellement des colis avec des pâtisseries faites maison et des articles de toilette, mais refusait toujours lorsque j'évoquais une aide pour mes remboursements de prêts. Nous devons penser à notre retraite, disait-elle. Tu es jeune et tu as toute ta vie pour bâtir ta fortune. Mon frère Thomas avait 3 ans de moins que moi. Il avait abandonné le community college après 2 semestres, prétendant vouloir être son propre patron. Avec le soutien financier de nos parents, il a ouvert une petite boutique de souvenirs sportifs qui semblait toujours sur le point de décoller. Selon lui, j'ai remarqué que malgré les prétendues difficultés de son entreprise, il conduisait un nouveau pick-up et publiait fréquemment des photos de ses escapades du week-end sur les réseaux sociaux. Des tensions concernant l'argent existaient dans notre famille, bien qu'elles restent largement inexprimées. Lorsque je rendais visite à mes parents pour les dîners du dimanche et que j'évoquais mon stress financier, le sujet était rapidement changé. Si je commentais leur nouveau meuble ou l'adhésion de mon père au club de golf, ma mère disait quelque chose comme « Ton père travaille très dur pour ces choses ». Pendant ce temps, ils semblent avoir des ressources illimitées pour aider Thomas avec ses investissements commerciaux. Mamie Eleanor a remarqué ces dynamiques. Lors de nos déjeuners mensuels, elle me posait des questions précises sur mes finances et ma situation. Elle semblait troublée par mes difficultés, mais ne critiquait jamais directement mes parents. Le soutien familial devrait aller à ceux qui savent d'eux-mêmes, murmurait-elle, mais changeait de sujet lorsque je lui demandais de préciser. Malgré ma situation financière, j'étais vraiment impatiente de célébrer le 80e anniversaire de mamie Eleanor.
Mes parents organisaient la fête chez eux et la famille élargie viendrait de plusieurs États. J'avais économisé pendant 3 mois pour lui acheter un magnifique cadre photo en argent contenant une image restaurée d'elle et de mon grand-père le jour de leur mariage. Je savais qu'elle apprécierait le cadeau sentimental plus que quelque chose de cher. Le jour de la fête est arrivé, un magnifique samedi de mai, avec un temps parfait pour la réception en plein air que mes parents avaient prévu. Je suis arrivé tôt pour aider aux préparatifs, vêtu d'une robe bleue que je m'étais offerte lors d'une rare promotion. Le jardin était décoré de gracieux ballons blancs et argentés, d'une grande bannière joyeux 80e anniversaire et de tables recouvertes de nappes blanches. Ma mère arrangeait des centres de tables floraux et a à peine levé les yeux lorsque je suis entré. « Hélène, peux-tu vérifier si la livraison de glace est arrivée ?» Elle m'a demandé sans me saluer. J'ai remarqué qu'elle portait une nouvelle montre de designer que je n'avais jamais vue auparavant. Mon père installait le bar, disposant des bouteilles d'alcool de première qualité dont je savais, d'après mes propres expériences de shopping, qu'elles coûtaient plus cher que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Une grande affluence est attendue aujourd'hui, a-t-il dit jovialement. Votre grand-mère mérite le meilleur. Alors que j'aidais aux derniers préparatifs, d'autres membres de la famille ont commencé à arriver. Tante Patricia, la sœur de mon père, est arrivée avec son mari, oncle Robert, et leurs enfants. Mes cousins Amy et Brian m'ont salué chaleureusement, mais tante Patricia s'est contentée de hocher la tête dans ma direction avant de féliciter ma mère pour son magnifique aménagement paysager, qui venait d'être refait professionnellement. D'autres parents sont arrivés, le frère de ma mère, oncle David, et sa femme, tante Sarah, la sœur cadette de mamie Éléanore, grande-tante Martha, et divers cousins éloignés que je ne voyais que lors des grands événements familiaux. Tout le monde semblait prospérer financièrement d'après leurs vêtements, leurs accessoires et les cadeaux coûteux qu'ils portaient. Lorsque mamie Éléanore est arrivée, la fête s'est immédiatement concentrée sur elle. Elle était élégante dans un tailleur pantalon violet pâle, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Tu es magnifique, ma chérie ». J'ai remarqué qu'elle étudiait mes parents avec une intensité inhabituelle lorsqu'elle les saluait, mais son sourire n'a jamais faibli. Pendant que j'aidais à servir les hors-d'œuvre, j'ai entendu des bribes de conversation sur des vacances, des rénovations domiciliaires et des frais de scolarité dans des écoles privées. Ma réalité financière semblait déconnectée de la prospérité apparente de tous les autres. J'ai écarté ces pensées pour me concentrer sur le fait de rendre la journée de mamie spéciale, ignorant que dans quelques heures, toute notre dynamique familiale serait changée à jamais. Le jardin s'était transformé en un espace de célébration élégant. Des tables rondes aux nappes blanches impeccables parsemaient la pelouse, chacune ornée d'arrangements floraux argentés et violets. Un quatuor à cordes jouait une douce musique classique dans un coin. Le personnel de restauration circulait avec des plateaux d'amuse-bouche qui semblaient tout droit sortis d'un magazine gastronomique. Mes parents n'avaient clairement lésiné sur aucune dépense pour cette célébration. Mamie Éléanore était assise à la table centrale, acceptant gracieusement les vœux d'anniversaire d'un flux constant d'invités. Je l'ai observée attentivement, notant comment elle gardait sa posture parfaite et son sourire chaleureux, malgré ce qui devait être un après-midi épuisant pour quelqu'un de son âge. Parfois, nos regards se croisaient à travers la pelouse, et elle me faisait un petit clin d'œil. « Hélène, veux-tu m'aider à sortir le gâteau ?» m'a appelé ma mère depuis la porte patio. Je l'ai suivie dans la cuisine où un gâteau élaboré à 3 étages attendait. Il était magnifiquement décoré de fleurs en pâte à sucre et de perles comestibles argentées, avec l'inscription au joyeux 80e anniversaire Éléanore en écriture élégante. « Il est magnifique, ai-je commenté. Mamie va adorer. » « Il le devrait, a répondu ma mère. Il coûte près de $1000 de cette boulangerie spécialisée au centre-ville. J'ai failli suffoquer. C'était plus de la moitié de mon loyer mensuel. Je me demandais encore comment mes parents pouvaient se permettre une telle extravagance. Pendant que je comptais mes sous et que je mangeais des nouilles ramen 3 fois par semaine, nous avons transporté avec soin le gâteau à l'extérieur sous les exclamations et les applaudissements des invités. Tout le monde s'est rassemblé autour de nous alors que nous le placions devant mamie Éléanore. Mon père a tapoté son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tous. Aujourd'hui, nous célébrons une femme extraordinaire, a-t-il annoncé. Ma mère, Éléanore Walker, est la pierre angulaire de notre famille depuis 80 années incroyables. Elle nous a tous montré ce que signifie vivre avec dignité, sagesse et grâce. La foule a applaudi. J'ai remarqué que mon père portait des boutons de manchette que je n'avais jamais vus auparavant, avec ce qui semblait être de vrais diamants qui captaient la lumière du soleil.
Après que le gâteau a été coupé et servi, il était temps d'offrir les cadeaux. Mamie et Léanor a ouvert chacun d'eux avec une sincère appréciation. Des foulards de créateurs aux parfums coûteux, en passant par des certificats de spa pour le week-end. Lorsqu'elle a ouvert mon cadre photo en argent, ses yeux se sont embués. C'est le cadeau le plus précieux, a-t-elle dit en le levant pour que tout le monde le voie. Hélène a restauré cette photo de ton grand-père et de moi. Cela signifie plus que tout ce que l'argent peut acheter. J'ai ressenti une fierté mêlée à une pointe d'embarras, car mon cadeau était probablement le moins cher de tous. Après que tous les cadeaux ont été ouverts, je m'attendais à ce que la fête se termine. Au lieu de cela, Mamie Léanor s'est levée et a tapoté doucement son verre. Le jardin s'est tu. Je veux remercier tout le monde pour cette merveilleuse célébration, a-t-elle commencé, sa voix claire et forte. À 80 ans, je réfléchis à ce qui compte le plus dans la vie. La famille, l'honnêteté et faire ce qui est juste envers ceux que nous aimons. Elle a fait une pause, parcourant la foule. Ses yeux semblaient s'attarder sur mes parents et mon frère avant de se poser sur moi. Hélène, ma chère, je me posais une question. Dis-moi, qu'as-tu fait des 200 000 $ que je t'ai donnés? Cela t'a-t-il aidé avec tes prêts étudiants et ton acompte comme je l'avais prévu? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti le sang affluer à mon visage, tous les regards se tournant vers moi. Mon esprit s'est emballé, luttant pour comprendre ces paroles. Quels 200 000 $, mamie? J'ai finalement réussi à demander. De quels 200 000 $ parlez-vous? L'expression de ma grand-mère est passée de l'interrogation à quelque chose de plus dur. Il y a 2 ans, j'ai donné à ton père 200 000 $ spécifiquement pour toi. Cela devait t'aider à rembourser ta dette étudiante et à faire un apport pour une maison. Elle s'est tournée vers mon père. Martin, j'ai les reçus de virement bancaire et la lettre que tu as signée reconnaissant le but du don. Le visage de mon père s'est décomposé. Ma mère s'est soudainement montrée très intéressée à réarranger les serviettes sur la table. Thomas fixait ses pieds. Papa, j'ai regardé mon père d'un air interrogateur. Est-ce vrai? Il s'est éclairci la gorge. Mère, ce n'est guère le moment ni le lieu de discuter des finances familiales, a-t-il dit en forçant un rire. Concentrons-nous sur la célébration de ton anniversaire. Je ne suis pas d'accord, mamie, a répondu Léanor fermement. J'ai attendu 2 ans à regarder Hélène lutter financièrement pendant que vous rénoviez votre maison de vacances à Hilton et dès que vous achetiez de nouveaux véhicules. J'ai spécifiquement demandé des nouvelles de l'argent il y a 6 mois, et tu m'as dit qu'Hélène l'avait reçu et prenait ses propres décisions financières. C'était un mensonge. Les invités de la fête se sont déplacés inconfortablement. Certains détournaient le regard tandis que d'autres se penchaient en avant, ne voulant pas manquer ce drame inattendu. Je n'arrive pas à croire ça, ai-je dit, la voix tremblante. Tu savais à quel point les choses ont été difficiles pour moi. J'ai mangé des nouilles ramen et pris des heures supplémentaires pendant que vous aviez de l'argent qui m'était destiné. Tante Patricia s'est soudainement levée. Léanor, tu ruines ta propre fête avec ces accusations. Martin ne volerait jamais sa propre fille. Assieds-toi, Patricia, a dit mamie sans la regarder. Cela ne te concerne pas. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. J'ai des copies des virements bancaires et des accords signés stipulant le but des fonds. Ma cousine Amie s'est rapprochée de moi et a posé sa main sur mon épaule. J'étais reconnaissante de ce soutien alors que mon monde entier semblait basculer. Hélène, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mon père a finalement dit, nous allions investir cet argent et te donner encore plus une fois qu'il aurait mûri. Investir, ai-je répété, me sentant engourdi. Dans quoi? Thomas a soudainement pris la parole. Une partie a été investie dans mon entreprise. Nous allions te rembourser avec intérêt une fois que nous aurions commencé à faire des profits. Ton entreprise fait faillite depuis des années, ai-je dit, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. C'est pour ça que tu as eu ce nouveau pick-up avec de l'argent qui m'était destiné. Ma mère a finalement levé les yeux. Nous avons mis une partie pour les rénovations de la maison de vacances, mais cela bénéficie à toute la famille. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Quand j'ai demandé, la voix s'élevant, quand est-ce que je l'utiliserai? Entre mes semaines de travail de 60 heures et mon deuxième emploi le week-end, je n'ai pas eu de vacances depuis 3 ans. Je me noyais dans la dette pendant que vous rénoviez une deuxième maison avec de l'argent qui m'avait été spécifiquement donné pour m'aider. La fête était complètement arrêtée maintenant.
Les traiteurs avaient arrêté de servir et se tenaient maladroitement au bord du jardin. Le quatuor à cordes avait rangé ses instruments. 200 000 $, ai-je répété, essayant de comprendre l'ampleur. Cela aurait changé toute ma vie. J'aurais pu être libéré de mes dettes et avoir ma propre maison au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. Nous sommes tes parents, a dit mon père, la voix se durcissant. Nous prenons des décisions pour cette famille. Pour cette famille ? Ai-je répété incrédule. Ou pour vous-même. Vous m'avez vu lutter chaque jour en sachant que vous aviez de l'argent spécifiquement destiné à m'aider. Comment avez-vous pu faire ça ? Mamie Eleanor a posé l'enveloppe sur la table. J'ai demandé des comptes il y a 6 mois lorsque j'ai d'abord soupçonné que quelque chose n'allait pas. Je t'ai donné des chances de rectifier le tir, Martin. Maintenant, nous allons gérer cela différemment. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. D'autres membres de la famille avaient commencé à murmurer entre eux. Certains avaient l'air de juger, d'autres étaient mal à l'aise, et quelques-uns semblaient secrètement satisfaits du drame familial qui se déroulait devant eux. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser couler. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant, un mélange de trahison, de colère et d'une étrange clarté sur ma famille que je n'avais jamais pleinement reconnue auparavant. Montre-moi une preuve, ai-je exigé, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Si mamie t'a donné de l'argent pour moi, je veux voir la documentation. Mon père s'est dérobé inconfortablement. C'est ridicule. Nous n'avons pas à étaler nos affaires de famille devant tout le monde. Pourquoi pas ? Ai-je contesté. Vous étiez heureux d'accepter des compliments pour cette fête coûteuse devant tout le monde. Pourquoi ne pas expliquer d'où venait l'argent ? Mamie Eleanor a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs papiers. J'ai des copies de tout, Martin. Le virement bancaire de mon compte vers le vôtre daté du 15 juin, il y a 2 ans. La lettre précisant que l'argent était spécifiquement destiné aux prêts étudiants de Hélène et à un apport pour une maison, et votre signature reconnaissant ces termes. Elle me les a tendus. Je les ai parcourus rapidement, mes mains tremblant. Il y avait là, noir sur blanc, 200 000 $ virés à mon père avec des instructions explicites que l'argent était un don pour moi et la signature de mon père en bas datée du même jour que le virement. Tu as signé ça, ai-je dit en le regardant. Tu as accepté que cet argent était pour moi, pas pour votre maison de vacances ou pour l'entreprise en difficulté de Thomas. L'entreprise ne fait pas faillite, a interrompu Thomas. Nous avions juste besoin de plus de capital pour nous développer dans la vente en ligne. Alors, tu as volé mon argent pour ça ? Je me suis tourné vers lui. Mon argent que je ne connaissais même pas. Nous n'avons rien volé, a dit ma mère, la voix cassante. Nous le gérions pour votre bénéfice. En achetant de nouvelles voitures, ai-je demandé. J'ai remarqué que vous aviez tous les deux de nouveaux véhicules l'année dernière alors que je conduis toujours une Honda de 15 ans qui tombe en panne tous les 2 mois. Oncle Robert s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous laisser la famille immédiate en discuter en privé. Non, a répondu fermement mamie Eleanor. Je voulais des témoins. Je voulais que tout le monde voie ce qu'ils ont fait. La vérité me frappait par vagues, la rénovation de la cuisine au printemps dernier, les nouveaux meubles, l'adhésion au club de golf de papa, le pick-up de Thomas, la rénovation de la maison de vacances. Tout cela provenait d'argent qui m'était destiné. Le silence de mon père était une confirmation suffisante. Combien reste-t-il ? Ai-je demandé. Sur les 200 000 $, combien reste-t-il de ce qui m'appartient vraiment ? Mes parents ont échangé des regards. Ce n'est pas si simple, a finalement dit mon père. L'argent a été investi de différentes manières. Il n'est pas sur un compte quelque part. Autrement dit, il n'en reste plus rien, ai-je traduit. Vous l'avez tout dépensé. 200 000 $ que mamie m'avait spécifiquement donné pour m'aider. Tante Patricia s'est levée à nouveau. Eleanor, tu as donné l'argent à Martin. C'était à lui de le gérer comme il l'entendait. C'est absolument faux, mamie, a répliqué sèchement Eleanor. Je le lui ai donné pour qu'il le transfère à Hélène avec des objectifs spécifiques énoncés dans l'accord qu'il a signé. Il a choisi de violer cet accord et de mentir à ce sujet pendant 2 ans. Ma cousine amie m'a serré l'épaule. C'est terrible, Hélène. Je n'avais aucune idée que tu luttais pendant qu'il dépensait cet argent. Aucun de nous ne le savait, a ajouté mon cousin Brian.
Ils exhibaient leur maison de vacances et leur nouvelle voiture comme s'ils les avaient gagnés. Le visage de mon père s'est empourpré de colère. Ça suffit. Je ne serai pas jugé par mes propres enfants ou membres de ma famille. Les questions financières sont compliquées. Il n'y a rien de compliqué dans le vol, a dit mamie Eleanor, la voix glaciale. Tu as volé ta fille. Tu l'as vue travailler jusqu'à l'épuisement, lutter pour payer son loyer et manger de la nourriture bon marché pendant que tu profitais de l'argent qui était censé lui donner un départ dans la vie. J'ai ressenti un flot de gratitude envers ma grand-mère pour s'être battue pour moi alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être défendu. Comment as-tu découvert, lui ai-je demandé, que je n'avais jamais reçu l'argent? Lorsque tu as mentionné prendre des heures supplémentaires le week-end à l'hôpital pour rembourser tes prêts étudiants, a-t-elle répondu. Cela n'avait aucun sens si tu avais reçu 200 000 $. Alors, j'ai commencé à y prêter plus attention et à poser des questions. Je me suis tourné vers mes parents. Toutes ces fois où j'ai parlé de mon stress financier. Toutes ces fois où j'ai sauté des vacances en famille parce que je ne pouvais pas me les permettre. Vous saviez. Vous saviez tous les deux que vous utilisiez de l'argent qui était censé m'aider. Thomas s'est avancé. Ce n'était pas seulement eux, Hélène. Je le savais aussi. Papa m'a donné 40 000 $ pour mon entreprise, et je les ai acceptés, même si je savais d'où ils venaient. L'aveu m'a choqué. Mon propre frère avait sciemment pris de l'argent qui m'était destiné. Comment as-tu pu, Thomas? Tu savais à quel point les choses étaient difficiles pour moi. Les affaires, c'est les affaires, a-t-il haussé les épaules, bien qu'il ne puisse pas vraiment soutenir mon regard. Je pensais qu'une fois le magasin lancé, je pourrais te rembourser le double. Sauf que le magasin n'a jamais décollé, n'est-ce pas? Ai-je dit, alors que les pièces commençaient à s'emboîter. C'est pour ça que tu as eu ce nouveau pick-up et ces voyages chers que tu postes toujours? C'est différent, a-t-il marmonné. L'entreprise a besoin que je maintienne une certaine image. Tante Patricia a essayé une fois de plus de désamorcer la situation. Eleanor, sûrement que nous pouvons en discuter en privé en famille. Tu as fait passer ton message. Non, Patricia, a répondu fermement mamie Eleanor. La justice devrait être publique tout comme leurs dépenses l'ont été publiquement. Ils ont étalé leur nouvelle possession pendant 2 ans pendant qu'Hélène luttait. Ma mère a soudainement éclaté en sanglots. Nous n'avons jamais eu l'intention de tout dépenser. C'est arrivé progressivement. Un peu pour la maison, un peu pour l'entreprise de Thomas. Nous allions le remplacer. Avec quel argent? Ai-je demandé. Si vous ne pouviez pas vous empêcher de dépenser mes 200 000 $, qu'est-ce qui vous fait penser que vous économiseriez jamais assez pour me rembourser? La réalité de la situation s'installait pleinement. Pendant 2 ans, j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, à peine de quoi joindre les deux bouts, pendant que ma famille profitait de l'argent qui était censé m'aider à construire mon avenir. La trahison était plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Je vous ai fait confiance, ai-je dit en regardant mon père, ma mère, Thomas. J'ai toujours cru que, quoi qu'il arrive, la famille veille les uns sur les autres, mais vous n'avez pas veillé sur moi. Vous m'avez profité. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous t'avons toujours soutenu. Comment? En me volant. J'ai senti ma voix monter de nouveau. En me regardant lutter alors que vous auriez pu aider. Ce n'est pas du soutien. C'est de l'égoïsme. Plusieurs parents s'étaient rapprochés de moi, montrant physiquement leur soutien. La cousine amie, oncle David et grande-tante Martha s'étaient positionnés à mes côtés. D'autres se sont rassemblés autour de mes parents, créant une division visuelle dans la famille. Je veux chaque centime en retour, ai-je déclaré fermement, avec intérêt. Nous ne l'avons pas, a admis mon père. L'argent est parti, Hélène. Nous l'avons dépensé. Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Parti. 200 000 $ qui auraient pu changer ma vie. Parti. Dépensé par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je me suis éloigné, ayant besoin d'espace pour respirer. Le cadre magnifique de la fête semblait maintenant surréaliste, presque moqueur. Les décorations coûteuses, la nourriture gastronomique et l'alcool de première qualité semblaient me narguer avec ce que ma famille valorisait plus que mon bien-être. J'ai besoin d'un peu d'air, ai-je dit en me dirigeant vers la porte du jardin. Hélène, attends, m'a appelé ma mère.
Mais j'ai continué à marcher, ayant besoin de distance par rapport aux personnes qui m'avaient trahi si complètement. J'ai trouvé un banc de pierre à l'extrémité du jardin de mes parents, partiellement caché par un cornouiller en fleurs. Les sons de la fête semblaient distants alors que j'essayais de traiter ce qui venait de se passer. 200 000 $. De l'argent qui aurait pu me libérer de mes dettes et me donner ma propre maison. Parti. Dépensé par ma propre famille qui m'avait vu lutter sans un mot. La porte du jardin a grincé, et j'ai levé les yeux pour voir Mamie Eleanor s'approcher lentement. Malgré le tumulte émotionnel de la confrontation, elle semblait calme et déterminée. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, faisant de la place sur le banc. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, regardant une paire de cardinaux voltiger entre les arbres. « Je suis tellement désolé, Hélène, a-t-elle finalement dit. Je n'avais aucune idée qu'il trahirait ma confiance de cette façon. Et la vôtre? Comment avez-vous découvert? Ai-je répété. Quand avez-vous réalisé qu'ils avaient pris l'argent? Mamie Eleanor a soupiré. Il y a 6 mois, j'examinais mes documents financiers avec mon comptable, en m'assurant que tout était en ordre pour la saison des impôts. J'ai trouvé le virement à ton père et l'accord qu'il avait signé. J'ai réalisé que je n'avais jamais confirmé directement avec toi que tu avais reçu l'argent. C'était une négligence de ma part, faisant confiance à ton père sans vérification. Elle a fait une pause, rassemblant ses pensées. Je t'ai appelé ce soir-là, si tu te souviens. J'ai posé des questions sur tes prêts étudiants de manière détournée. Tu as mentionné avoir du mal avec les paiements et prendre des heures supplémentaires. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me souvenais de cet appel. Mamie semblait particulièrement intéressée par ma situation financière, mais j'avais pensé qu'elle était juste sa chère habituelle. Au lieu de confronter immédiatement ton père, j'ai décidé d'enquêter minutieusement, a-t-elle poursuivi. J'ai engagé Franklin Pierce, un enquêteur financier qui travaillait auparavant pour le bureau du procureur de district. Il a retracé l'argent à travers les comptes de tes parents. Elle a sorti une autre enveloppe de son sac à main et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvaient des rapports financiers détaillés montrant comment mes parents avaient dépensé l'argent qui m'était destiné. 70 000 $ pour la rénovation de la maison de vacances, ai-je lu à voix haute, la voix creuse. 40 000 $ pour l'entreprise de Thomas. 20 000 $ pour de nouveaux véhicules. 20 000 $ pour la rénovation de la cuisine, 15 000 $ pour l'adhésion de ton père au club de golf, 10 000 $ pour divers achats de luxe, y compris des bijoux et des vêtements de créateurs. La spécificité du rapport rendait la trahison encore plus douloureuse. Ce n'étaient pas des décisions financières vagues. C'étaient des choix délibérés que ma famille avait faits avec de l'argent qui ne leur appartenait jamais. Pourquoi attendre 6 mois pour les confronter? Ai-je demandé. Pourquoi aujourd'hui, à ta fête d'anniversaire? Un petit sourire déterminé traversa le visage de Mamie Eleanor. 2 raisons. Premièrement, je voulais des preuves irréfutables. L'enquête a pris du temps pour être menée à bien. Deuxièmement, je voulais des témoins. Si je les avais confrontés en privé, ils auraient tout nié, trouvé des excuses, ou promis de rectifier les choses sans donner suite. Je devais m'assurer qu'ils ne pourraient pas se sortir des conséquences de leurs actes. Alors, tu avais planifié cette confrontation depuis le début? Ai-je demandé, un peu impressionné malgré ma douleur. Oui, a-t-elle admis sans s'excuser. Je leur ai donné des chances, Hélène. Au cours des 6 derniers mois, j'ai laissé entendre. J'ai demandé directement à ton père des nouvelles de l'argent à 3 reprises. Chaque fois, il m'assurait que tu l'avais reçu et que tu prenais tes propres décisions financières. Il m'a menti au visage à plusieurs reprises. J'ai hoché la tête, me souvenant de la façon dont mon père fonctionnait. Il avait toujours été doué pour la déviation et les demi-vérités lorsque cela lui convenait. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit Mamie Eleanor, sa voix s'adoucissant. J'ai appelé la police avant le début de la fête aujourd'hui. Ma tête s'est redressée. Quoi? Ce que tes parents et ton frère ont fait n'était pas seulement moralement répréhensible, Hélène. C'était illégal. L'accord que ton père a signé le rendait légalement obligé de te transférer cet argent aux fins spécifiques énoncées. Au lieu de cela, il l'a détourné à des fins personnelles, c'est de la fraude et du vol. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu portes plainte contre eux, contre mes parents. Contre des voleurs qui se trouvent être nos proches,
a-t-elle corrigé doucement. La famille ne vole pas la famille, Hélène. Et quand ils le font, il doit y avoir des conséquences, sinon le comportement ne change jamais. Le son des sirènes de police au loin a soudainement atteint ma conscience. C'était vraiment en train de se passer. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je murmuré. Ce sont toujours mes parents. Mamie Eleanor a pris mes mains dans les siennes. Des parents qui ont volé 200 000 $ à leur fille tout en la voyant lutter. Des parents qui ont menti à plusieurs reprises alors qu'on leur donnait des chances de rectifier les choses. Des parents qui valorisaient les articles de luxe plutôt que ta sécurité financière et ton avenir. Dit ainsi, la décision semblait plus claire. Mais l'idée que ma famille soit arrêtée lors de ce qui était censé être une célébration était presque trop lourde à supporter. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ai-je demandé. Cela dépend en partie de toi, a-t-elle répondu. En tant que victime de leur fraude, ta coopération à l'enquête sera importante. Mais quel que soit le résultat légal, ils devaient faire face à une reddition de comptes publics pour ce qu'ils avaient fait. Les sirènes se rapprochaient. Nous devrions rentrer, a dit mamie Eleanor en se levant avec l'aide de sa canne. Ils essaieront de partir dès qu'ils entendront les sirènes. J'ai demandé au traiteur de ne laisser personne partir avant l'arrivée de la police. Alors que nous retournions vers la fête, j'étais partagé entre la loyauté familiale et la colère légitime de quelqu'un qui avait été profondément trahi. Une partie de moi voulait avertir mes parents, leur donner une chance d'échapper à ce qui allait arriver. Mais une autre partie, celle qui avait travaillé 60 heures par semaine pendant qu'ils rénovaient une maison de vacances avec mon argent, voulait justice. Tu ne détruis pas la famille en faisant ça, Hélène, a dit mamie Eleanor, semblant lire mes pensées. Ils l'ont détruite quand ils ont choisi de te voler et de mentir à ce sujet. Nous apportons simplement la vérité à la lumière. En rentrant dans le jardin, j'ai pu voir le chaos éclater. Mon père rassemblait précipitamment ses clés et son portefeuille tandis que ma mère suppliait en larmes divers parents. Thomas était figé, l'air sur le point de vomir. D'autres membres de la famille se disputaient bruyamment, certains défendant mes parents, d'autres les condamnant. Personne ne sort, a annoncé mamie Eleanor d'une voix qui portait dans toute la cour. La police arrive et tout le monde devra rester jusqu'à leur arrivée. Tu as appelé la police? A demandé mon père, incrédule. Sur ton propre fils pour un différend financier familial. Non, Martin, a-t-elle répondu froidement. Pour vol et fraude. Il y a des documents prouvant que tu as volé de l'argent spécifiquement destiné à Hélène. C'est un crime, indépendamment de notre relation. Les sirènes de police étaient juste devant maintenant et les lumières bleues et rouges clignotaient devant la maison. À cet instant, debout à côté de ma grand-mère alors que les crimes de ma famille étaient sur le point d'être révélés aux forces de l'ordre, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de vindication. La famille que je pensais avoir été brisée. Mais peut-être qu'à sa place, quelque chose de plus honnête pourrait finalement être reconstruit. 2 policiers sont entrés dans le jardin par le portail latéral. L'officier Jenkins, une femme grande aux cheveux sombres tirés en un chignon serré, a survolé la scène avec un détachement professionnel. Son partenaire, l'officier Rodriguez, un homme costaud aux cheveux poivre et sel, la suivait de près. Nous avons reçu un appel concernant des allégations de fraude et de vol, a annoncé l'officier Jenkins. Je cherche Martin Walker. Mon père s'est avancé, tentant de conserver sa dignité. Je suis Martin Walker. Il y a eu un malentendu. C'est une affaire familiale privée qui ne nécessite pas l'intervention de la police. J'ai passé l'appel, a déclaré mamie Eleanor en s'avançant avec l'enveloppe de documents. J'ai des preuves que M. Walker a détourné 200 000 $ qui étaient spécifiquement destinés à Hélène Walker. L'officier Rodriguez a pris l'enveloppe pendant que l'officier Jenkins continuait de s'adresser au groupe. Nous aurons besoin des déclarations des parties impliquées. Tous les autres devraient rester disponibles au cas où nous aurions besoin d'informations supplémentaires. L'atmosphère dans le jardin s'était complètement transformée. La célébration d'anniversaire élégante avait dégénéré en une scène de crime. Les traiteurs se tenaient maladroitement près de leur station de service. Les membres de la famille se sont regroupés en petits groupes, murmurant et jetant des regards au drame qui se déroulait. L'officier Jenkins s'est tourné vers moi. Vous êtes Hélène Walker. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Nous aurons besoin de votre déclaration en tant que victime présumée dans cette affaire. Le mot victime m'a frappé durement.
Je ne m'étais jamais considéré ainsi, mais c'était exactement ce que j'étais, une victime de vol par ma propre famille. Ma mère s'est précipitée. C'est ridicule. Nous sommes ses parents. Les parents ne peuvent pas voler à leurs enfants. Tout ce que nous avons fait était pour cette famille. La documentation suggère le contraire, madame, a dit l'officier Rodriguez, ayant rapidement examiné les papiers fournis par Mamie Eleanor. Cet accord signé indique clairement que les fonds étaient spécifiquement destinés aux prêts étudiants et à l'apport pour une maison de Helen Walker. Il semble qu'aucun de ces fonds n'ait été utilisé à ces fins. Nous allions le remplacer, a insisté mon père. Il s'agit au plus d'une affaire civile, pas pénale. La fraude et le détournement de fonds sont des affaires pénales, a répondu l'officier Jenkins, surtout avec ce montant d'argent impliqué. Thomas a essayé de se glisser discrètement vers la maison, mais l'officier Rodriguez l'a remarqué. « Monsieur, j'ai besoin que vous restiez ici. »« Êtes-vous Thomas Walker ?» Thomas a hoché la tête à contre-cœur. « La documentation indique que vous avez reçu environ 40 000 $ des fonds détournés. Nous aurons besoin de votre déclaration également. » Les policiers ont séparé les membres de ma famille, recueillant des déclarations initiales de chacun de nous. Je me suis assise à une table avec l'officier Jenkins, racontant comment j'avais lutté financièrement pendant des années tout en étant à mon insu volé par ma propre famille. Chaque mot était à la fois douloureux et libérateur. « Vous n'avez jamais été au courant de cet argent avant aujourd'hui ?» a-t-elle confirmé. « Jamais », ai-je répondu. J'ai travaillé des heures supplémentaires et des quarts de travail le week-end pour joindre les deux bouts. Pendant ce temps, il dépensait ce qui aurait dû être le mien en articles de luxe et en entreprises en échec. De l'autre côté de la cour, j'ai pu voir mon père gesticuler avec véhémence à l'officier Rodriguez, essayant probablement de minimiser ses actions. Ma mère s'était à nouveau effondrée en larmes, jouant la victime, malgré le fait d'être l'une des auteurs. Thomas était assis affalé sur une chaise, l'air vaincu. D'autres membres de la famille avaient été invités à fournir leurs coordonnées avant d'être autorisés à partir. Certains sont partis rapidement, ne voulant rien avoir à faire avec le scandale familial. D'autres se sont attardés, soit par préoccupation, soit par curiosité morbide. La cousine amie s'est approchée de moi après avoir donné sa déposition. « Je n'avais aucune idée qu'il te faisait ça, Hélène. C'est dégoûtant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un endroit où rester ou juste de quelqu'un à qui parler, je suis là. » L'oncle David et la tante Sarah ont exprimé un soutien similaire. « Les actions de tes parents ne représentent pas toute cette famille, » m'a assuré l'oncle David. « Beaucoup d'entre nous sont avec toi et mamie Eleanor. » D'autres étaient moins de soutien. Tante Patricia s'est confrontée à mamie Eleanor assez fort pour que tout le monde l'entende. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils, appeler la police sur la famille? Tu as détruit cette famille pour de l'argent. » Non, Patricia, a répondu calmement mamie Eleanor. Martin l'a détruite quand il a choisi de voler sa fille. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences à ses actions. Après près de 2 heures d'interrogatoire, les officiers avaient recueilli suffisamment d'informations pour procéder. Ils se sont approchés de mes parents et de mon frère avec des expressions solennelles. Martin Walker, Diane Walker et Thomas Walker, sur la base des preuves et des déclarations que nous avons recueillies, nous vous plaçons en état d'arrestation pour fraude et vol qualifié, a annoncé l'officier Jenkins. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. J'ai regardé dans un silence stupéfait mes membres de famille se faire menotter. Mon père a maintenu son expression indignée, croyant toujours pouvoir s'en sortir par la parole. Ma mère a continué à sangloter, son mascara créant des traînées sombres sur son visage. Thomas avait l'air sous le choc, comme s'il n'avait jamais vraiment cru qu'il y aurait des conséquences à ses actions. Alors qu'ils étaient conduits vers les voitures de police qui attendaient dehors, ma mère s'est tournée vers moi. « Hélène, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Nous sommes tes parents. » L'appel m'a déchiré le cœur malgré tout ce qu'ils avaient fait. Pendant un instant, j'ai hésité. Mamie Eleanor a dû sentir mon incertitude. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Tu te souviens, Hélène ? Ils ont eu d'innombrables occasions de rectifier le tir. Ils ont choisi cette issue avec chaque décision qu'ils ont prise de dépenser ton argent et chaque mensonge qu'ils ont dit pour la couvrir. » J'ai hoché la tête, me redressant. « Je suis désolé que cela en soit arrivé là,
ai-je crié à ma mère. Mais vous l'avez cherché. Les membres de la famille restants ont regardé alors que mes parents et mon frère étaient placés dans des voitures de police séparées et emmenés. La fête d'anniversaire était officiellement terminée, laissant derrière elle un gâteau à moitié mangé, de la glace fondue et une famille fracturée, peut-être irréparablement. Tante Patricia s'est précipitée vers moi. Es-tu heureuse maintenant? Tes parents sont emmenés en prison le jour du 80e anniversaire de ta grand-mère. C'est la justice que tu voulais? Non, ai-je répondu honnêtement. Ce que je voulais, c'était l'argent qui m'appartenait légitimement. Ce que je voulais, c'était des parents qui ne me voleraient pas et ne me verraient pas lutter. Ce que je voulais, c'était un frère qui se tiendrait à mes côtés au lieu de profiter de ma perte. Mais comme je ne peux avoir aucune de ces choses, la justice fera l'affaire. Alors que les derniers invités partaient et que les traiteurs rangeaient silencieusement leur équipement, Mamie Eleanor et moi nous sommes retrouvés seuls dans le cadre dévasté de la fête. Des serviettes en papier volaient sur la pelouse. Le gâteau élaboré gisait abandonné sur la table de service. Tu peux rester dormir chez moi ce soir, a proposé Mamie Eleanor. Tu ne devrais pas être seul après tout ça. Merci, ai-je dit, soudainement épuisé. Je ne pense pas pouvoir affronter mon appartement en ce moment. Nous avons conduit chez Mamie en silence, traitant toutes les deux des événements dramatiques de la journée. Sa maison était un bungalow modeste mais élégant de 2 chambres où tout était propre et organisé, à l'image de Mamie elle-même. Je ne voulais jamais qu'il en arrive là, a-t-elle dit en nous préparant du thé dans sa cuisine. J'ai donné à ton père plusieurs occasions de se confesser et de rectifier le tir. Je sais, ai-je répondu. Tu as fait ce qui était nécessaire. Le processus judiciaire prendra du temps, a-t-elle averti. Et les membres de la famille prendront parti. Ce ne sera pas facile. J'ai hoché la tête, comprenant que le jour d'aujourd'hui n'était que le début d'un long et douloureux voyage. Cette nuit-là, alors que je me trouvais dans la chambre d'amis de Mamie Eleanor, fixant le plafond, j'ai revécu les événements de la journée encore et encore. La révélation, la confrontation, les arrestations. Toute ma compréhension de ma famille avait été brisée en un après-midi. Le sommeil m'échappait alors que je contemplais ce que les jours, les semaines et les mois à venir apporteraient. Le matin est arrivé avec la dure réalité que hier n'avait pas été un cauchemar, mais ma nouvelle réalité. Mon téléphone était rempli de messages, certains de soutien, d'autres accusateurs. La famille avait effectivement commencé à prendre parti, et les lignes de bataille étaient clairement tracées. 3 semaines après la fête d'anniversaire qui a tout changé, j'étais assise dans la salle d'attente stérile d'un palais de justice à côté de Mamie Eleanor. Nous étions là pour une audience préliminaire dans l'affaire contre mes parents et mon frère. Les 21 derniers jours avaient été une tourmente de consultations juridiques, de drames familiaux et de traitements émotionnels. « Es-tu prête pour ça ?» a demandé Mamie Eleanor, sa voix douce mais ferme. « Aussi prête que je puisse jamais l'être, » ai-je répondu, lissant ma jupe nerveusement. La procureure de district chargée de notre affaire, Marlène Davison, avait expliqué que les preuves étaient solides. L'accord signé, les relevés bancaires et l'enquête financière ont créé une piste papier claire montrant un détournement délibéré de fonds. Mes parents avaient engagé un avocat de la défense coûteux, Bernard Hoffman, connu pour traiter les affaires de criminalité en col blanc. Ils avaient été libérés sous caution 2 jours après leur arrestation, et j'avais réussi à éviter tout contact direct avec eux depuis. Thomas, incapable de payer son propre avocat, s'était vu désigner un défenseur public. Selon les rumeurs du tribunal, il envisageait une transaction qui impliquerait de témoigner contre nos parents. Les grandes portes en bois de la salle d'audience se sont ouvertes, et un officier de justice a appelé notre numéro d'affaires. Mamie Eleanor m'a serré la main alors que nous nous levions et entrions. La salle d'audience était intimidante avec ses hauts plafonds, ses boiseries sombres et son atmosphère formelle. Mes parents étaient assis à la table de la défense, tous deux impeccablement vêtus, comme si leur apparence pouvait d'une manière ou d'une autre nier leurs actions. Thomas était assis séparément avec son défenseur public, paraissant nettement moins soigné. J'ai évité tout contact visuel avec eux alors que Mamie Eleanor et moi prenions nos places derrière la table du procureur. La procureure de district Davison nous a salués respectueusement avant de porter son attention sur ces dossiers. Le juge, une femme à l'air sévère, la soixantaine, aux lunettes cerclées d'argent, a mis l'audience en ordre. Affaire numéro 2548. L'État contre Martin, Diane et Thomas Walker. Accusation de fraude et de vol qualifié.
Comment les accusés plaident-ils? L'avocat de mon père s'est levé. Non coupable, votre honneur. Le défenseur public de Thomas s'est également levé. Non coupable pour le moment, votre honneur, bien que nous soyons en discussion avec le bureau du procureur de district. L'audience préliminaire a débuté avec le ministère public décrivant les preuves contre ma famille. La procureure de district d'Avison a été méthodique, présentant les documents financiers, l'accord signé et les résultats de l'enquête montrant comment l'argent avait été dépensé. Votre honneur, les preuves montrent clairement que les accusés ont délibérément détourné 200 000 $ qui étaient spécifiquement destinés à Helen Walker. Ils ont dépensé l'argent en luxe personnel et en entreprise. Pendant que la destinataire prévue lutter financièrement, ignorant qu'elle avait été defraudée par les membres de sa propre famille, l'avocat de mon père a soutenu qu'il y avait eu un malentendu quant à la nature des fonds et que mes parents avaient toujours eu l'intention de respecter leurs obligations envers moi. Il s'agit au plus d'une affaire civile entre membres de la famille, votre honneur, pas d'une affaire pénale. L'État outrepasse ses fonctions en portant des accusations pénales dans ce qui équivaut à un différend familial sur la gestion de l'argent. Le juge semblait peu impressionné par cet argument. Monsieur Hoffman, la documentation semble assez claire sur l'intention de ces fonds. Si vos clients étaient en désaccord avec ces termes, ils n'auraient pas dû signer l'accord. Après 2 heures d'arguments juridiques, le juge a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour passer au procès. Les dates du procès ont été fixées à 3 mois plus tard, avec diverses requêtes et audiences prévues dans l'intervalle. En sortant de la salle d'audience, nous avons dû passer devant mes parents. Ma mère a tendu la main comme pour me toucher, mais je me suis écarté. Hélène, s'il te plaît, a dit sa voix brisée. Nous pouvons encore résoudre ça en famille. Abandonne les charges et nous trouverons un moyen de nous rattraper. Mon père se tenait rigide à côté d'elle. Ce processus judiciaire va drainer les actifs qu'il nous reste. Personne ne gagne si nous continuons sur cette voie. Je les ai regardés, ces 2 personnes qui m'avaient élevé mais m'avaient aussi trahi de la manière la plus fondamentale. Vous avez eu 2 ans pour rectifier le tir. Vous avez choisi de ne pas le faire. Maintenant, les tribunaux décideront. Dehors, les divisions familiales sont devenues encore plus apparentes. Tante Patricia, oncle Robert et leurs enfants attendaient sur les marches, visiblement là pour soutenir mes parents. Quand ils m'ont vu et mamie Eleanor, tante Patricia a fait exprès de tourner le dos. De l'autre côté des marches se tenait la cousine Amy, oncle David, tante Sarah et grande-tante Martha, tous là pour montrer leur solidarité avec nous. La séparation physique reflétait le fossé émotionnel qui s'était creusé au sein de notre famille autrefois unie. Comment ça s'est passé? A demandé la cousine Amy en me serrant fort dans ses bras. Le juge a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour un procès. Je lui ai expliqué que c'était prévu dans 3 mois. Nous serons là, m'a assuré oncle David. Tu n'es pas seul dans cette affaire, Hélène. Les semaines qui ont suivi ont été une nouvelle réalité étrange. J'ai continué à travailler à l'hôpital, trouvant du réconfort dans l'environnement structuré et la capacité d'aider les autres, même si ma vie personnelle était en plein chaos. Mes collègues ont remarqué ma deméanor réservée, et j'ai fini par partager une version simplifiée des événements avec ceux qui me sont les plus proches. Mon téléphone est devenu un champ de bataille de loyauté divisée. Certains membres de la famille ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement. D'autres ont envoyé des accusations et des suppliques pour abandonner les charges pour le bien de la famille. J'ai commencé à filtrer les appels et j'ai limité mon utilisation des réseaux sociaux pour éviter le barrage constant d'opinions sur ma situation. Mamie Eleanor est devenue mon roc. Nous parlions tous les jours et je passais souvent mes week-ends chez elle pour l'aider à jardiner ou simplement pour nous asseoir ensemble en silence confortable. Elle n'a jamais exprimé de regret d'avoir révélé le vol, mais je la surprenais parfois à regarder de vieilles photos de famille avec une expression mélancolique. Un mois avant le début du procès, j'ai reçu un appel de la procureure de district d'Avison. Thomas a accepté une transaction, m'a-t-elle informé. Il plaidera coupable d'une charge moins grave en échange de son témoignage contre vos parents. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? Ai-je demandé, incertaine de ce que je devais ressentir à propos de cette évolution. L'approbation, le service communautaire et les paiements de restitution à toi au fil du temps. Pas de peine de prison s'il respecte toutes les conditions. J'ai accepté l'arrangement. Malgré tout, je ne voulais pas voir mon jeune frère en prison. Son témoignage volontaire a également renforcé le dossier contre mes parents, qui avaient continué à nier toute faute délibérée.
À l'approche de la date du procès, d'autres secrets de famille ont commencé à refaire surface. La cousine amie a découvert que ce n'était pas la première fois que mes parents détournaient de l'argent. Il y a 5 ans, ils avaient emprunté 50 000 $ à oncle David pour l'éducation universitaire de Thomas, mais l'avaient utilisé pour une croisière de luxe et des rénovations domiciliaires à la place. Ils m'ont dit qu'ils te l'avaient remboursé, ai-je dit à oncle David quand il a confirmé l'histoire. Ils en ont remboursé la moitié, puis ont invoqué des difficultés financières, a-t-il répondu. J'ai laissé tomber pour maintenir la paix. J'aurais dû parler à l'époque. Cela aurait peut-être empêché ce qui t'est arrivé. Cette révélation a renforcé ma détermination. Mes parents avaient établi un schéma de malhonnêteté financière qui allait au-delà d'une erreur unique. Ils avaient délibérément et à plusieurs reprises profité de la confiance des membres de la famille. 2 semaines avant le procès, j'ai reçu un appel inattendu de Thomas. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon appartement. Il semblait plus maigre que je ne m'en souvenais, avec des cernes sous les yeux et une énergie nerveuse alors qu'il tripotait sa tasse de café. « Je suis désolé, Hélène », a-t-il dit immédiatement. Je savais que ce qu'il faisait était mal, mais j'ai accepté parce que cela me profitait. « Pourquoi ?» ai-je demandé simplement. « Tu savais que je luttais. » Il a fixé ses mains. « Papa m'a toujours favorisé, me donnant de l'argent, soutenant mes idées d'entreprise. J'avais peur que si je me confrontais à lui à propos de l'argent qui m'était destiné, je perdrais cette faveur. C'était égoïste et lâche. Son honnêteté était surprenante. Ne dis-tu cela que pour la transaction ? Non, a-t-il insisté. La transaction m'a donné le courage de dire enfin la vérité, mais je me sentais coupable depuis 2 ans. Chaque fois que tu parlais de prendre des heures supplémentaires ou de t'inquiéter de tes prêts étudiants, je me sentais malade sachant que je conduisais un pick-up acheté avec ton argent. Je n'ai pas offert le pardon, mais j'ai écouté alors qu'il détaillait comment nos parents avaient systématiquement dépensé l'argent qui m'était destiné. Selon Thomas, ils avaient initialement prévu de me donner une petite partie pour maintenir les apparences auprès de Mamie Eleanor, mais la tentation d'avoir une si grosse somme disponible s'est avérée trop grande. Papa n'arrêtait pas de dire qu'il le méritait pour nous avoir élevés, a expliqué Thomas. Que les parents sacrifient tout pour leurs enfants, donc utiliser l'argent pour eux-mêmes était juste une compensation retardée. Cette logique tordue m'a rendue furieuse, mais m'a aussi donné un aperçu de la mentalité de mon père. Il croyait vraiment qu'il avait droit à tout ce qui était destiné à ses enfants. La veille du début du procès, mes parents ont fait une dernière tentative pour éviter les conséquences juridiques. Leur avocat a appelé avec une offre de règlement, il plaiderait coupable à des charges moins graves si j'acceptais un plan de restitution qui impliquerait qu'il rembourse seulement la moitié du montant initial sur 10 ans. Absolument pas, ai-je dit à la procureure de district d'Avison lorsqu'elle a présenté l'offre. Ils m'ont volé 200 000 $. Je veux une restitution complète et des conséquences appropriées. Alors nous irons au procès demain, a-t-elle confirmé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. L'idée de témoigner contre mes propres parents m'a rempli d'émotions contradictoires. Mais chaque fois que le doute s'immisçait, je me rappelais les 2 années où j'avais lutté pendant qu'ils profitaient de l'argent qui aurait dû être le mien. J'ai pensé à la tromperie délibérée, aux mensonges répétés et au mépris total pour mon bien-être. En pleurant, ma détermination s'est renforcée. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de justice, de responsabilité et de s'assurer que mes parents comprenaient la gravité de leur trahison. Alors que je m'habillais pour le tribunal dans un simple tailleur bleu, je savais que quel que soit le résultat, je me battais pour ce qui était juste, même contre les personnes qui auraient dû me protéger le plus. 1 an après la fête d'anniversaire qui a révélé la trahison de ma famille, je me tenais dans la cuisine de mon nouveau condo, préparant du café alors que le soleil du matin traversait les fenêtres. L'espace était modeste mais entièrement à moi, acheté avec l'argent de la restitution qui avait finalement été récupéré grâce au processus judiciaire. Le procès s'était terminé avec mes 2 parents reconnus coupables. Le témoignage de Thomas avait été dévastateur pour leur défense, fournissant des détails internes sur la manière dont ils avaient systématiquement dépensé l'argent qui m'était destiné tout en cachant délibérément leurs actions. Le juge avait été particulièrement sévère dans sa déclaration de condamnation, notant la rupture extraordinaire de confiance d'un parent envers son enfant et la nature calculée de la tromperie sur une période de 2 ans. Mon père a été condamné à une peine de prison d'1 an, dont il a purgé 4 mois avant d'être libéré sous probation. Ma mère, jugée quelque peu moins coupable, a reçu 6 mois de confinement à domicile et 5 ans de probation.
Tous deux ont été condamnés à payer une restitution intégrale, qui a été appliquée par la saisie de leur salaire et la vente forcée de leur propriété de vacances. Thomas a rempli les termes de son accord de transaction, effectuant des services communautaires et effectuant des paiements de restitution mensuels de son nouveau travail dans un magasin d'articles de sport. Son entreprise avait été liquidée pour aider à rembourser ce qu'il avait pris. L'argent qui m'est revenu a transformé ma vie comme mamie Eleanor l'avait initialement prévu. J'ai remboursé mes prêts étudiants en totalité, j'ai acheté ce condo, et j'avais même assez d'argent restant pour commencer un modeste portefeuille d'investissement avec l'aide d'un conseiller financier que mamie avait recommandé. Mon téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était la cousine amie qui appelait pour confirmer nos projets de déjeuner. Toujours à midi, a-t-elle demandé. Je veux entendre parler de ton nouveau poste à l'hôpital. Absolument, ai-je confirmé. Je te retrouve chez Giovanni S. Ma vie professionnelle s'est améliorée parallèlement à ma situation financière. Mes dettes étant effacées, j'ai pu suivre un cours spécialisé en soins infirmiers qui m'a qualifié pour une promotion au poste d'infirmière responsable dans le département de cardiologie. Le nouveau rôle s'accompagnait de meilleurs horaires et d'une augmentation salariale significative. Après avoir terminé l'appel, j'ai consulté mon calendrier pour la journée. Entre le déjeuner avec amis et une soirée cinéma avec des amis du travail, j'avais prévu une brève visite à ma mère. Notre relation existait désormais dans un espace limité étrange, défini par des frontières strictes et des interactions supervisées. Après le procès, j'avais coupé tout contact avec mes parents pendant 3 mois. La trahison était trop vive, les blessures trop fraîches pour toute interaction significative. Finalement, avec l'aide d'un thérapeute que je consultais chaque semaine, j'ai établi des limites prudentes qui permettaient un contact minimal. Je rencontrais ma mère une fois par mois pour un café dans un lieu public. Nos conversations restaient superficielles, se concentrant sur ses séances de conseil financier obligatoires et son service communautaire dans une banque alimentaire locale. Elle exprimait régulièrement des remords, bien que je me demandais parfois si elle regrettait plus d'avoir été prise que le vol lui-même. Mon père avait fait moins de tentatives de réconciliation. Sa fierté avait été blessée par l'exposition publique de ses actions, et il semblait incapable de reconnaître pleinement les dégâts qu'il avait causés. Je l'avais vu seulement 2 fois depuis le procès, les 2 fois lors de réunions formelles en présence d'agents de probation. Thomas avait fait des efforts plus sincères pour reconstruire une forme de relation. Il avait abandonné l'attitude hautaine qui le définissait auparavant, et semblait vraiment humilié par les conséquences de ses actes. Bien que nous n'aurions jamais le lien fraternel étroit que j'avais espéré, nous avions atteint un point d'interaction civile. La famille élargie restait divisée, bien que de manière moins dramatique qu'immédiatement après les révélations. Certains parents soutenaient que j'avais réagi de manière excessive en autorisant des poursuites judiciaires contre mes propres parents. D'autres soutenaient pleinement ma position sur la responsabilité et la justice. Mamie Eleanor était sortie de l'épreuve avec sa réputation d'intégrité intacte. Les membres de la famille qui l'avaient initialement critiqué pour avoir impliqué la police en étaient en grande partie venus à comprendre ses motivations. À 81 ans, elle restait vive, indépendante et une fervente défenseur de l'équité. Notre relation s'était approfondie à travers le traumatisme. Je lui rendais visite 3 fois par semaine, l'aidant dans les tâches ménagères ou simplement en profitant de sa compagnie. Lorsqu'elle a eu une brève alerte santé avec une pneumonie il y a 3 mois, j'avais pris un congé familial pour s'occuper d'elle, dormant dans sa chambre d'amis jusqu'à son rétablissement complet. Alors que je me préparais à partir pour mon déjeuner avec amis, je me suis arrêté pour regarder une photo encadrée sur ma table d'entrée. Elle montrait mamie Eleanor et moi lors de la célébration de son 81e anniversaire, une réunion beaucoup plus petite et plus authentique que la fête désastreuse de l'année précédente. Nos sourires étaient sincères, nos yeux clairs de savoir que nous nous étions tenus pour la vérité ensemble. L'année écoulée avait été un voyage de redéfinition. J'avais appris des leçons douloureuses mais nécessaires sur la confiance familiale et le respect de soi. J'avais découvert que les liens du sang ne méritent pas automatiquement une loyauté aveugle, que l'amour sans respect est creux, et que permettre un mauvais comportement n'est pas la même chose que de soutenir quelqu'un. Mes séances de thérapie m'avaient aidé à surmonter les émotions complexes de la trahison familiale. J'étais passé du choc et de la colère au deuil de la famille que je pensais avoir, et enfin à l'acceptation de la réalité de qui étaient réellement mes parents. J'avais appris à séparer leurs actions de ma valeur personnelle, reconnaissant que leur vol reflétait leurs défauts de caractère, et non ma valeur en tant que personne. Peut-être le plus important, j'avais développé une nouvelle compréhension de la famille basée sur les actions plutôt que sur les titres.
La cousine amie était devenue plus qu'une sœur, vérifiant régulièrement et apportant un soutien indéfectible. Oncle David et tante Sarah m'incluaient dans les réunions de vacances. Les collègues et les amis s'étaient manifestés pour créer une communauté de famille choisie qui s'était avérée plus fiable que certaines relations de sang. J'avais également développé une nouvelle relation avec l'argent, une relation basée sur l'autonomisation plutôt que sur l'anxiété. Avec les conseils de mamie Eleanor, j'ai appris à investir, à épargner et à planifier financièrement de manière responsable. Le stress constant de vivre d'un salaire à l'autre avait été remplacé par la sécurité de savoir que j'avais des ressources et les connaissances pour les gérer judicieusement. Le changement le plus profond fut interne. J'avais développé des limites qui auraient semblé impossibles il y a 2 ans. J'avais appris à dire non sans culpabilité, à exiger la reddition de compte de ceux qui m'avaient fait du mal, et à me valoriser suffisamment pour exiger le respect. Ce furent des leçons difficiles durement acquises qui me serviraient toute ma vie. Ce soir-là, après être revenu de ma brève et tendue rencontre avec ma mère, j'ai appelé mamie Eleanor comme je le faisais chaque soir. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, connaissant mon emploi du temps. « Pareil, ai-je répondu. Elle demande le pardon sans comprendre pleinement ce qu'elle a fait de mal. Elle parle de la famille brisée comme si c'était les conséquences qui nous avaient brisés, pas les actions qui y ont mené. Certaines personnes ne comprennent jamais vraiment la responsabilité, a observé mamie Eleanor. Mais toi, si, et c'est ce qui compte. Tu as reconstruit ta vie avec intégrité, Hélène. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue à travers tout cela. Ces mots m'ont réchauffé, renforçant la connaissance que si certains liens familiaux avaient été irrémédiablement endommagés, d'autres s'étaient renforcés au-delà de toute mesure. Plus tard dans la semaine, nous avons célébré le 81e anniversaire de mamie Eleanor avec une petite réunion chez elle. Le contraste avec l'année précédente ne pouvait être plus frappant. Au lieu de décorations élaborées et d'un service de traiteur coûteux, nous avons apprécié un repas fait maison préparé par moi-même et la cousine amie. Au lieu de dizaines d'invités aux allégeances divisées, nous étions entourés d'un petit cercle de personnes qui avaient démontré leur véritable préoccupation par des actions, pas seulement par des mots. Alors que mamie Eleanor soufflait ses bougies, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La trahison de ma famille avait été dévastatrice, mais elle avait également éliminé les faux-semblants et le mensonge, permettant à quelque chose de plus authentique de croître à sa place. J'avais perdu la famille que je pensais avoir, mais j'avais acquis une clarté sur les personnes qui méritaient vraiment une place dans ma vie. La confiance, avais-je appris, doit être gagnée et maintenue par des actions cohérentes, même de la part des membres de la famille. Le véritable amour ne profite pas et ne cause pas de tort. Établir des limites n'est pas un acte de cruauté mais de respect de soi. Et parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux résultats les plus guérisseurs. Alors que nous partagions le gâteau et les histoires, les rires remplissant le salon cosy de mamie Eleanor, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait manqué pendant une grande partie de ma vie d'adulte. Le chemin à parcourir était désormais clair, basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et les soins sincères plutôt que sur l'obligation ou les apparences. La famille que nous choisissons, avais-je découvert, peut être plus significative que la famille dans laquelle nous sommes nés. Et si le pardon était éventuellement possible, il ne se ferait jamais au détriment de mon propre bien-être ou sans une véritable responsabilité. Avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous équilibré le pardon avec la protection de soi? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se défendre contre la trahison familiale n'est pas seulement acceptable, mais parfois nécessaire pour guérir. Merci de m'avoir écouté dans mon parcours, et rappelez-vous que votre valeur n'est jamais déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même et les autres avec dignité et respect.